Bienvenue dans ce journal, voici les titres de l'actualité. Près de 700 000 €, c'est ce que va devoir verser l'EMR au FDF, c'est une décision de justice. L'ancien commissaire général de la police fédérale, Fernand Kuckelberg, va réintégrer la police lundi. Il avait été accusé injustement de viol, il vient d'être blanchi. La secrétaire fédérale d'Écolo, Émilie Hoyos, s'assied dans la voiture du crash test. Choquant, à Gand, des habitants d'un immeuble veulent évacuer des colocataires qui sont atteints d'un cancer. Le régime de Kiev est intervenu militairement, des séparatistes ont été tués. La guerre civile semble proche en Ukraine. L'EMR, condamné par le tribunal de première instance de Bruxelles, a payé 670 000 € au FDF. Un divorce qui coûte cher au MR. En effet, le FDF réclamait sa part de financement public. Une mauvaise nouvelle pour les libéraux en pleine campagne électorale. Thomas Galisseux, Rachel Crivellaro. L'argent, le nerf de la guerre entre ces deux présidents. Les anciens alliés se déchirent depuis des mois devant les tribunaux. Et la justice a tranché en condamnant le MR à verser 670 000 € au FDF. Vous savez, on n'a jamais fait que demander notre dû, on n'a pas cherché à dépouiller le MR de l'argent auquel lui aurait droit. On a tout simplement dit, nous sommes en droit de réclamer la part de financement public qu'a le MR grâce aux voix qu'apportait le FDF au temps de la vie commune. Le mouvement réformateur, sachant qu'il y avait potentiellement un différend avec le FDF, a toujours mis en réserve cet argent, donc il est disponible. Nous l'avons sur le plan des finances du mouvement réformateur, ça ne pose aucune difficulté. Sur le plan du principe, je tiens à rappeler que d'abord nous n'avons toujours pas connaissance de ce jugement, premier point, et deuxième point, nous pouvons nous réserver le droit d'aller en appel, ce qui n'est absolument pas exclu. En fait, depuis la création du mouvement réformateur, seul le MR bénéficiait de la dotation publique. Il rétrocédait ensuite une part au FDF. Nous avons dès lors rejeté. Mais en septembre 2011, le FDF claque la porte de la fédération et perd du coup son enveloppe. Je ne sais pas si certains au MR pensaient nous mettre en difficulté sur le plan financier pour nous empêcher d'avoir la capacité de mener campagne à armes égales. Mais il est vrai que nous avons été très affaiblis par cette perte de recettes. Le FDF a décidé de claquer la porte violemment il y a 2 ans et demi d'ici pour ne pas prendre ses responsabilités lorsque nous avons décidé de prendre les nôtres au MR pour la 6e réforme de l'État. Et puis aujourd'hui, il demande de l'argent. Ça se passe malheureusement souvent comme ça dans des divorces. Et la bataille entre les deux divorcés pourrait se poursuivre si le MR décide d'interjeter appel. Le Sénat a adopté aujourd'hui la loi sur le double nom de famille. Les bébés à venir auront donc le nom du père, de la mère ou les deux. Mais les députés et les sénateurs avaient aujourd'hui de nombreuses propositions de loi à voter avant la dissolution des deux chambres. C'est une journée marathon suivie par Rachel Crivellaro et Stéphanie Lepage et on peut vraiment dire top chrono. 10h21, ouverture de la séance plénière au Sénat. Peu d'affluence mais beaucoup de selfies nostalgiques pour immortaliser la toute dernière séance avant que le Sénat ne soit réformé. Un peu de nervosité, un peu de fébrilité, un peu de mélancolie aussi. Voilà. Demain, je ne suis plus sénateur, d'autres ne sont plus députés. C'est un peu la sortie des classes. Dernière heure de cours donc pour les sénateurs. Même heure à la Chambre, mais là, pas un chat. Dans un coin, seul un huissier prépare la plénière de l'après-midi. Salle de lecture par contre, on s'active. On sort les tables de réception. Une petite fête de fin de législature s'organise. 10h36, les esprits s'échauffent au Sénat. La proposition de loi visant à garantir la continuité des services d'émission d'intérêt général est renvoyée devant le Conseil d'État. Il y a de l'électricité dans l'air. Je crois que chacun est un peu nerveux dans cette période électorale parce qu'on est en plein dedans. Mais je pense aussi qu'il y a peut-être un fond de tristesse par rapport au fait que le Sénat ne sera plus le même demain. La nervosité est à son maximal. On voit que la majorité vote différemment, on s'invective. C'est un peu comme si on voulait montrer que le Sénat n'était pas encore tout à fait mort, en fait. Mais en fait, si. C'est peut-être la tristesse qui les guide vers la colère. 11h01, le plus gros dossier est au centre des débats. On discute de la proposition de loi relative au double nom de famille. Le CDH réaffirme son opposition. Dans l'état actuel du projet, c'est non. 3 fois non. Et je dirais même 4 fois non, puisque l'expression que je formule ici, c'est une expression que je formule au nom des 4 membres du groupe que j'ai l'honneur de présider. 14h, entrée des députés à la Chambre. La plénière va commencer. C'est la dernière pour certains. On me dit que j'aurais dû voir 2250
députés et sénateurs qui sont venus, qui sont partis. Je suis le seul qui fait ce long trajet de 46 ans. C'est ma dernière séance à la Chambre. 14h12, retour au Sénat. Les spectateurs du jour ne sont pas très attentifs. Pourtant, ils seront les futurs concernés. La proposition de loi relative au nom de famille est votée sur le fil. 33 pour, 23 contre, 5 abstentions. Le texte qui est sur la table est une avancée. Il y a un choix qui existera. Donc ça veut dire qu'il y a une égalité plus grande entre les hommes et les femmes qui peut être obtenue. Un pas qui est franchi, ça ne veut pas dire que les choses sont définitives. 14h21, la Chambre ouvre sa plénière par un hommage à Jos Chabert. 17h26, Elio Di Rupo prend la parole et termine son speech par un souhait. Voilà, Monsieur le Président, chers collègues, je vous remercie et si vous me permettez cette expression, bonne campagne. De vote en amendement, les travaux s'achèvent à présent tout doucement dans les deux chambres. Une fois terminées, elles seront dissoutes et fermées. Champ libre alors à la campagne, dernière ligne droite, avant les élections. Et justement, n'oubliez pas, si vous souhaitez vous exprimer, poser vos questions dans le cadre des élections du 25 mai, vous avez à votre disposition le votomaton. Il sera demain dans la ville de Mons. Enfin, pour terminer ce chapitre politique, vous pouvez découvrir sur notre site internet le parti politique qui est le plus proche de vos attentes au niveau fédéral. Faites le test, rendez-vous donc sur le www.rtbf.be/info. Blanchi, l'ancien commissaire général de la police fédérale, Fernand Kuckelberg, va réintégrer lundi la police. En effet, tout à l'heure, la Chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Liège a prononcé un non-lieu à la suite des accusations de viol dont il faisait l'objet. Il avait dû quitter son poste en 2011. Aujourd'hui donc, il est innocenté. Justine Katz. Après 3 longues années de procédure, pour Fernand Kuckelberg, c'est le soulagement. La justice vient de prononcer un non-lieu en sa faveur. Non, Fernand Kuckelberg n'a pas violé son ex-compagne. Le voilà blanchi, son honneur lavé. Aujourd'hui, il s'exprime par la voix de son avocat. Sous réserve d'un éventuel pourvoi en cassation, il est clair qu'aujourd'hui, il est totalement blanchi. Il est très clair qu'il ne s'est jamais rendu coupable d'un viol. Il est très clair aussi, parce que la décision est très sévère à l'égard de la plaignante, qu'il a été victime d'une affibulatrice. Cette affaire a coûté cher à Fernand Kuckelberg, lui qui était commissaire général, grand patron de la police en Belgique. Il avait été contraint de démissionner en 2011, puis avait été suspendu par la ministre de l'Intérieur. Lundi, Fernand Kuckelberg retrouvera son uniforme. La suspension était évidemment uniquement liée à cette procédure judiciaire, qu'il y a eu un premier non-lieu, un recours, maintenant un deuxième non-lieu en appel. Il est clair que sur le fond c'est tranché, qu'il n'y a dès lors plus de raison d'avoir cette suspension et que dès lundi, M. Kuckelberg pourra alors réintégrer des missions au sein de la police intégrée. Fernand Kuckelberg a décidé d'attaquer son ancienne compagne pour dénonciation calomnieuse, mais il veut surtout reprendre une vie normale. C'est le soulagement et puis le sentiment de sortir d'un effroyable cauchemar, parce que pendant près de 3 ans, cet homme a été enfermé dans une stigmatisation, il n'a plus pu travailler, il était comme un lion en cage et en plus avec la pire accusation qui portait sur ses épaules. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est un soulagement et une formidable envie de se remettre à très vite travailler et à servir la police fédérale. Mais l'homme n'en a pas fini avec la justice, car une autre procédure est toujours en cours pour une affaire de fraude au marché public. Fernand Kuckelberg nie les faits et ce dossier ne l'empêchera pas de reprendre le travail. La nouvelle présidente de la FEB apparaît au grand jour. Michèle Sioun dirige l'organisation patronale qui est toujours nationale alors que de plus en plus de matières sont régionalisées et qu'il existe 3 fédérations d'entreprises régionales. Son rôle change donc, portrait et décryptage. Jean-François Noulet. Voici le nouveau visage de la FEB. Michèle Sioun, patronne d'une entreprise active dans les secteurs textiles et chimiques, elle présidera la Fédération des entreprises de Belgique pour 3 ans. C'est la première femme à exercer cette fonction. À la tête de la FEB, elle devra d'abord représenter plus de 50 000 entreprises belges, réparties au sein de plus de 50 fédérations sectorielles comme l'alimentation, les banques, la construction ou la sidérurgie. Mais alors que de plus en plus de matières sont régionalisées, qu'il y a 3 fédérations d'entreprises régionales en Wallonie, en Flandre et à Bruxelles, une fédération nationale comme la FEB a-t-elle encore une utilité ?
Il y a un partage des tâches en fait, tout ce qui a à voir avec la concertation sociale, avec les niveaux salarial et tout ça sont des choses fédérales. Tout ce qui a à voir avec la fiscalité, c'est aussi fédéral. Donc justement, ces deux matières-là sont quand même des matières très très importantes pour l'entrepreneuriat et pour les sociétés. Donc en fait, pour cela, la FEB a certainement encore son sens. La FEB a aussi évolué, elle organise des conférences et des formations à destination des entreprises. Alors les dirigeants de la FEB sont convaincus que cette fédération nationale est encore là pour longtemps. En 1983, le président de la FEB qui a été désigné à cette époque-là, le titre dans le journal était « Le dernier président de la FEB ». On est maintenant en 2014 et Mme Sioun est désignée comme présidente de la FEB et il y avait beaucoup de journalistes ici pendant la conférence de presse pour l'interroger. La nouvelle présidente de la FEB aura aussi pour mission de relancer les contacts au sein du groupe des 10 qui rassemble les représentants syndicaux et patronaux, un groupe au sein duquel le dialogue est très difficile ces dernières années. La Fédération belge de football a annoncé tout à l'heure que Bruxelles était candidate à l'organisation de matchs de l'Euro 2020. Et voilà à quoi pourrait ressembler le nouveau stade. Il se trouve derrière moi, l'actuel stade Roi-Baudouin ne répondant plus aux normes imposées par l'Union européenne de football. Les drones, ces petits engins volants télécommandés équipés de caméras, posent de plus en plus de questions. Les ventes explosent alors qu'il est interdit d'en faire voler chez nous, même à très basse altitude. Plusieurs sociétés commerciales pensent que la Belgique est à la traîne, qu'elle devrait autoriser l'utilisation de drones, ce qui sera peut-être le cas d'ici quelques mois. Valentin Boigelot. Des machines volantes équipées de caméras. Il y en a pour tous les budgets, une soixantaine d'euros pour l'entrée de gamme, plusieurs dizaines de milliers d'euros pour les professionnels. Dans ce magasin de modélisme, une salle entière leur est consacrée. Les clients se les arrachent. Moi, ça m'inquiète un petit peu. Je trouve que quelque part, ils devraient quand même relativement se dépêcher de légiférer ce genre de choses avant qu'une grosse catastrophe arrive. Parce qu'avec les hauteurs qu'on peut prendre avec ce genre de machine, mettre une machine comme ça dans un réacteur, je pense que ça ferait des gros dégâts. Et de fait, en montant jusqu'à 1 km de hauteur, le risque de percuter un avion est bien réel. Mais en réalité, les drones sont interdits en Belgique, pas question de les faire voler, même depuis votre jardin. Le problème, c'est qu'il est impossible de mettre en place des contrôles. Résultat, de nombreux particuliers et certaines entreprises en profitent en toute illégalité. Une seule exception à la règle, ce sont les terrains des clubs de modélisme. Ce drone est l'un des plus perfectionnés au monde. Il permet de prendre des images de très haute qualité pour la télévision et même pour le cinéma. On travaille avec du matériel qui est certifié, aussi bien au niveau de l'émetteur et qu'au niveau du drone en lui-même, donc avec un parachute, et donc c'est tout à fait fiable. De plus en plus de sociétés rêvent de voir le ciel belge s'ouvrir aux drones pour permettre notamment la réalisation de ce type de vidéos. Une nouvelle pratique autorisée en France, mais toujours interdite en Belgique. Et c'est un peu malheureux parce qu'on a une machine qui est tout à fait apte, on est complètement homologué par la France alors qu'on a passé une série de tests, que ce soit au niveau du pilotage et au niveau de la machine assez important. On a rempli un dossier qui fait 5 cm d'épaisseur et on ne peut pas voler en Belgique. C'est quand même un non-sens. Donc en Belgique, on peut faire certains vols tests sur un terrain de modélisme, mais ce n'est pas ça qui vous fait avancer au niveau professionnel. Mais la loi belge va changer, les textes sont prêts, ils devraient être votés après les élections. Certains drones pourraient bientôt circuler en Belgique, mais sous de très strictes conditions. Si vous vous promenez dans la rue, vous ne risquez pas de voir quelques drones survoler votre tête. Donc parmi ces conditions, il y a évidemment l'homologation et l'immatriculation des drones. Il y a aussi le fait que le pilote du drone devra toujours l'avoir à portée visuelle. Donc il devra toujours voir l'engin qu'il est en train de piloter. Et le drone ne pourra pas voler au-dessus de 80 mètres. Donc ça, évidemment, ce sont des questions de sécurité. Reste la question de la vie privée, car ces caméras volantes peuvent facilement devenir très intrusives. Pour les gens qui souhaitent utiliser un drone, les particuliers, le meilleur conseil qu'on puisse leur donner, c'est d'informer les personnes firmées au mieux possible. Donc, c'est-à-dire au moyen, par exemple, d'une information écrite sur le lieu où on filme, ou une annonce publique, ou bien une information en personne. Surveillance de zones sinistrées, contrôle de mouvements de foule ou encore expérience scientifique. Les applications sont nombreuses mais illégales pour l'instant.
Les drones devraient pouvoir survoler la Belgique d'ici quelques mois. Ce qui suit symbolise le manque de solidarité totale dans la vie de tous les jours. À Gand, des voisins mécontents veulent chasser des malades du cancer qui séjournent dans leur immeuble. Ils estiment que ces locataires, pas comme les autres, accueillis et soignés par une ASBL, occasionnent trop de nuisances pour le voisinage. Malheureusement, c'est très réel. Reportage, Joël Merthe. Cet immeuble gantois, calme en apparence, est en pleine tourmente. En cause, l'appartement du 5e étage. L'ASBL Zorghuis y accueille régulièrement dans ses 4 chambres des malades du cancer trop faibles pour entrer chez eux pendant ou après un lourd traitement. Dus mensen die in behandeling zijn voor kanker en die alleenstaand zijn of die te weinig omkadering hebben, proberen wij hier een thuis aan te bieden. Omdat ik ervan overtuigd ben dat mensen die goed omkaderd zijn, die een luisterend oor hebben, die aandacht krijgen, dat die makkelijker en sneller herstellen. Les malades sont donc des locataires calmes qui dorment la plupart du temps. Pourtant, 12 habitants de l'immeuble n'acceptent pas cette présence. Ils ont porté plainte auprès de la ville de Gand et de la province. Ils veulent le départ de ces locataires pas comme les autres, mettant en cause les passages répétés des volontaires qui font du bruit, occupent des places de parking et utilisent plusieurs fois par jour l'ascenseur de l'immeuble. Les plaignants étaient absents aujourd'hui ou ont refusé de nous répondre. Nous avons donc relevé quelques motifs de plainte surprenants. Nous nous posons des questions en matière d'hygiène. Ces patients vomissent beaucoup, ce qui occasionne des nuisances sonores. Du côté de la ASBL Zorghuis, on ne comprend pas une telle levée de bouclier. Natuurlijk zijn er inderdaad vrijwilligers die hier zijn en die komen in shiften van 3-4 uur. Mensen krijgen ook wel eens bezoek, maar ik veronderstel dat ook de andere mensen bezoek krijgen en dat die ook familie hebben die langskomen en dat die ook kinderen hebben die naar de vioolles moeten of de zwemles of de basketballes of ik weet al niet wat, of ook naar school. Ik vind het jammer dat mensen hun tijd en hun energie steken in iets af te breken en niet in dingen op te bouwen. Les plaignants ont été invités à visiter l'appartement et à rencontrer les membres de l'association. Mais aucun d'eux n'a répondu à l'invitation. Les sociologues parlent dans une affaire comme celle-ci de réel repli sur soi et d'une forme de crainte. Ça peut faire peur parce que c'est des figures de pré-mort, je dirais, des malades qui sont à ce point malades, parce qu'on peut avoir des gens malades dont on ne sait pas qu'ils sont malades. Les gens qui sont à ce point malades, c'est inquiétant. Je crois que dans les villes, nous vivons chacun dans des petites bulles. Ces petites bulles sont les unes à côté des autres. Et ce qui règle les rapports entre les bulles sont des règlements, des lois, des systèmes. Et dès qu'on trouve que le système n'est plus bien appliqué ou que le règlement n'est pas respecté, on porte plainte. La plainte a été rejetée par la ville de Gand. C'est donc à la province de Flandre orientale de se prononcer pour ou contre l'évacuation, et cela avant le 25 juillet. Au sein de la ASBL Zorghuis, on se montre plutôt confiant. À suivre dans quelques instants dans ce journal, les frères ennemis palestiniens s'unissent. Israël décide de rompre le dialogue avec les Palestiniens. L'actrice mexicano-kenyane qui irradie dans 12 années d'esclavage a été sacrée la plus belle personne du monde, une beauté intérieure aussi, on le verra. Portrait du nouveau jeune prodige belge qui va rejoindre les Diables Rouges. Le gouvernement ukrainien a lancé ce matin une nouvelle opération antiterroriste. 5 séparatistes pro-russes ont été tués, un assaut qualifié de meurtrier par la Russie, mais qui fait surtout craindre la guerre civile. Esmeralda Labi. D'un côté, un mur de feu érigé avec des pneus et tenu par des insurgés pro-russes. De l'autre, les chars de l'armée ukrainienne, ses soldats et ses snipers. Affrontement inévitable et bilan lourd, un soldat ukrainien a été blessé et 5 miliciens pro-russes sont morts. Si les gouvernementaux nous attaquent, on est 5 ou 6 000. S'ils veulent tuer ou brûler 5 à 6 000 personnes, qu'on les laisse faire. Nous sommes à Slaviansk, place forte des séparatistes pro-russes, des hommes organisés qui ont transformé certains bâtiments publics en quartier général et hôpital de fortune. La tension ne cesse de monter et Moscou accuse Kiev d'avoir fomenté une opération punitive qui aura des répercussions internationales. Si effectivement les autorités de Kiev ont utilisé les armes contre la population à l'intérieur du pays, alors sans aucun doute,
Il s'agit d'un crime sérieux contre le peuple. Kiev se défend, affirmant mener une opération pour chasser les terroristes. Nous exigeons que la Fédération de Russie cesse de s'ingérer dans nos affaires intérieures, arrête le chantage et les menaces envers l'Ukraine. Ce soir, l'armée russe a lancé de nouvelles manœuvres à la frontière ukrainienne. L'OTAN dénonce ces agissements. Washington accuse Moscou de ne pas respecter l'accord de Genève, accord signé la semaine dernière et censé apaiser les tensions. L'accord de réconciliation entre les frères ennemis palestiniens, le Fatah et le Hamas, a surpris jusqu'au président israélien Netanyahou. La réplique israélienne est très claire. Israël suspend les négociations avec les Palestiniens. Aurélie Didier. Certains Palestiniens n'y croyaient plus. Cette frontière à l'entrée de Gaza ouvre cette porte à cette délégation de l'Organisation de libération de la Palestine. Elle rencontre le Hamas. Ce n'était plus arrivé depuis 2007. Dans la foulée, ils signent un accord. Concrètement, l'OLP, qui est reconnue internationalement comme seule représentante des Palestiniens, se ligue avec le Hamas. L'organisation est considérée comme terroriste par Israël et contrôle la bande de Gaza. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes d'accord sur tous les sujets de discussion. Nous allons oublier le passé. Le gouvernement et le président vont commencer les discussions pour former un gouvernement d'unité à partir d'aujourd'hui. Objectif, former un gouvernement de consensus national d'ici 5 semaines avec Mahmoud Abbas et des personnalités indépendantes. Leur rôle, préparer les élections d'ici 6 mois. Juste après l'accord, l'armée israélienne lance un raid sur Gaza. Résultat, 12 blessés, dont des enfants. En réplique à cela, 3 roquettes sont lancées depuis Gaza. En fait, Israël rejette cet accord. Au lieu d'aller vers la paix avec Israël, l'OLP va faire la paix avec le Hamas. Il doit choisir. Veut-il la paix avec le Hamas ou avec Israël? Vous pouvez avoir l'un, mais pas l'autre. Mais l'accord va-t-il tenir? Certains Palestiniens y croient, d'autres pas. Si cela fonctionne, cette mère pourra revoir son fils. Il est journaliste, il a fui Gaza il y a 7 ans. Quand le Hamas a pris le pouvoir à Gaza, nous avons été maltraités comme des membres du Fatah. Donc nous avons quitté Gaza sur les instructions du président Abbas pour sauver nos vies. Pour les États-Unis, c'est un accord avec un groupe terroriste et cela compromet les négociations de paix. Washington remet déjà en question son aide financière aux Palestiniens. Elle a été désignée comme la plus belle personne du monde. C'est l'actrice mexicano-kenyane Lupita Nyong'o. Elle a joué récemment dans le film qui traite de l'esclavagisme aux États-Unis, 12 années comme un esclave. Apparence extérieure peut-être, mais intelligence et grande classe aussi. Elle a 31 ans et ne pensait jamais qu'elle deviendrait un jour la plus belle femme du monde. Lupita Nyong'o a été déclarée comme telle par le magazine People. La jeune femme vit une ascension presque incroyable. Début mars, elle reçoit l'Oscar du meilleur second rôle féminin pour le film 12 Years a Slave, 12 ans d'esclavage. Quand je regarde cette statue en or, cela me rappelle que chaque enfant, d'où qu'il vienne, a des rêves qui sont possibles. Elle reçoit un Oscar alors que c'est son premier rôle sur grand écran. Je sens tellement mauvais que je me rends malade. Et lors de cette cérémonie, au rayon plus léger, on la voit en haut à droite. Elle pose pour cette photo qui deviendra le selfie le plus partagé au monde. Mais Lupita Nyong'o porte aussi une vraie réflexion sur la beauté des femmes noires. Dans un discours, il y a quelques mois, elle a expliqué son propre mal-être pendant son enfance. Tous les jours, j'avais la même déception. J'étais aussi noire que la veille. J'ai essayé de négocier avec Dieu. Je lui ai dit que j'arrêterais de voler des morceaux de sucre pendant la nuit s'il me donnait ce que je voulais. Que j'écouterais tout ce que ma mère disait. Elle est assise là et je ne perdrai plus jamais mon uniforme d'école s'il me rendait juste un peu plus clair. Le même complexe que toutes ces femmes noires qui croient pouvoir se dépigmenter la peau, pensant qu'elles seront plus attirantes. Des pratiques dangereuses, mais courantes, malgré les nombreuses mises en garde. Un problème que Lupita Nyong'o connaît bien.
J'ai reçu une lettre d'une fille. « Chère Lupita », écrit-elle. Je m'apprêtais à acheter une crème blanchissante pour éclaircir ma peau. Puis tu es apparu dans ce monde et tu m'as sauvée. Mon cœur a saigné quand j'ai entendu ces mots. Lupita Nyong'o est aussi devenue l'égérie d'une marque française qui a vanté sa beauté unique, forte et délicate. La mode, c'est pour tout le monde, quel que soit l'âge. Et on va le voir dans le reportage de Pascal Bourgault. Les seniors représentent une véritable cible commerciale. Et on les retrouve aussi sur les podiums lors des défilés. Dans l'univers le plus sélect de la beauté, sur le podium, des mannequins aux cheveux blancs. Fini la dictature de la jeunesse. Les papis et les mamies défilent aussi, avec une classe internationale. À la Senior Agency, ça fait longtemps qu'on l'a compris. Les plus de 55 ans détiennent plus de 50% du pouvoir d'achat. Alors pour convaincre les marques de faire des publicités adaptées, voici leurs arguments. Quand on regarde, on a Jules Verne et Johnny Depp au même âge, on voit deux personnalités mais complètement différentes. Et on peut faire le même exercice, il suffit de regarder. Mistinguett à 36 ans, Kate Moss à 36 ans, on a George Sand à 43 ans face à Alberi 43 ans, complètement différents, on voit tout à fait l'évolution. Mais pour vendre aux seniors, il ne suffit pas de mettre en scène des retraités, même actifs. Concrètement, voilà une campagne qui n'a pas fonctionné du tout sur cette cible parce qu'ils n'avaient pas envie de se représenter comme ces seniors qui sont vraiment très âgés, qui sont has-been dans leur manière de se préparer. C'est très kitsch, c'est très marrant, ça fait très sourire. Cette publicité a provoqué un tel tollé qu'elle a dû être retirée au bout de 2 semaines. Si c'est mettre juste des seniors, malheureusement, les expériences sont souvent mauvaises. Pourquoi? Parce qu'on ne met pas le bon message, la bonne manière de se représenter et on ne diffuse pas au bon moment. Cette autre agence est spécialisée dans le casting des seniors. Mais cette nouvelle génération de belles grand-mères dynamiques et coquettes n'inspire pas vraiment les annonceurs. C'est pas une catégorie qui marche, voilà, pas beaucoup, c'est sûr. Pas fréquemment, pas aussi fréquemment sollicitée que je l'aurais cru ou en tout cas espéré. L'image des aînés reste finalement très stéréotypée. Ça, c'est une dame qui répond aux critères pour le rôle d'une grand-mère, dans le cadre familial d'un produit XY. Aux États-Unis, par contre, les seniors sexy et coquins ont conquis leur place dans le marketing, comme le prouve cette campagne de prévention anti-sida. Jour J-100, avant l'inauguration de la grande exposition 14-18 à la gare de Liège-Guillemins, intitulée « J'avais 20 ans en 14 ». L'expo aborde la guerre dans son ensemble, en Belgique et dans le monde. Un espace de 4000 m² à aménager, des décors à créer, un travail impressionnant, aussi technique qu'artistique. En sport, on vous l'annonçait hier, Adnan Januzaj a choisi de défendre les couleurs de la Belgique. C'est la fin d'une longue saga. Le footballeur de Manchester United était convoité par d'autres pays. Mais finalement, il a opté pour les Diables Rouges. Un choix qui le place parmi les candidats potentiels pour aller à la Coupe du Monde au Brésil. Son portrait, Kevin Papen. Adnan Januzaj, jeune talent de 19 ans, footballeur à Manchester United et sans doute futur Diable Rouge. Car ce joueur est belge, il a grandi à Bruxelles et a été formé au RWDM. Et à Anderlecht, Herman Van Olsbeek, le manager du Sporting, se souvient. Sur le terrain, tu voyais directement qu'il avait... c'était un patron, le papa. Quand il avait 14 ans et que nous avons commencé les négociations, avait déjà un plan de carrière bien établi. Le père avait un boulot, la maman avait un boulot fixe, mais ils allaient tout plaquer parce qu'ils étaient persuadés que leur fils allait réussir dans un grand club européen. En 2011, Januzaj rejoint Manchester United à 16 ans et joue son premier match en équipe première 2 ans plus tard. Cette saison, c'est l'éclosion. Déjà 4 buts marqués et 4 passes décisives. Januzaj, qui joue dans le même club que Fellaini, fait des merveilles en Première Ligue. L'Albanie, le Kosovo ou encore l'Angleterre ont tenté de convaincre le joueur de rejoindre leur équipe nationale, mais il a décidé de défendre les couleurs de la Belgique. Je pense que c'est Januzaj lui-même qui a pris cette décision et on est très content avec ça. On doit s'attendre à le voir au Brésil déjà? C'est une décision de Marc Wilmot, c'est à lui de répondre et je pense qu'il répondra mi-mai quand il va annoncer sa première sélection. Mais ce choix de Januzaj ne lui donne aucune garantie, pas de promesse ni d'arrangement. En octobre dernier, Marc Wilmot avait été très clair. Le gamin, il est disponible, oui, il veut jouer, parfait, montre-moi.
Tu es au top niveau à Manchester ou n'importe où, montre-moi. Et si j'ai besoin, je t'appelle. Voilà. Mais aucune promesse, ni à Bakali, ni à Januzaj, ni à personne. Il reste donc 3 semaines à Januzaj pour tenter de convaincre le sélectionneur de l'emmener au Brésil. Marc Wilmots dévoilera sa présélection de 26 joueurs le 13 mai prochain. Ce soir, c'est au tour d'Emilio Hoyos d'embarquer pour un crash test en compagnie de Daniel Noël. Ce citoyen habite à Malmedy, père de 3 enfants. Il est âgé de 56 ans. Il est directeur d'école dans l'enseignement fondamental. Crash test signé Joanne Montet, Michel Loriot. Et voilà la petite école communale de Offray où nous attend Dany Noël. Bonjour Dany Noël. Bonjour Madame Montet, vous allez bien? Ah, magnifique. Hein. Ah, comment faire mieux? Merveilleux. Tout est avec nous aujourd'hui. Le temps, les enfants, l'ambiance. Il manque plus qu'Emilio Hoyos. Oui, ça c'est une question de mobilité, je crois. Et pourquoi vous l'avez amené ici? Parce que bon, voilà, la campagne, pour une écolo, a priori plutôt accueillant, plutôt sympathique. Vous lui réservez quand même quelques petites difficultés? Oh, mais je ne compte pas lui servir une mise au vert. On va sans doute me parler du bio, mais je veux qu'elle me dise comment quelqu'un peut acheter bio en n'ayant pas les moyens. Je veux du concret, je ne veux pas des chiffres, je veux qu'on parle des choses que vivent les gens. Ça nous va, on n'a plus qu'à l'attendre alors. Hein. J'espère qu'elle sera à l'heure. Bonjour Emilio Hoyos. Merci de nous accueillir dans une si belle région avec ce si beau soleil. Je vous présente Dany Noël avec qui vous allez passer un petit bout de journée quand même hein, en voiture pour ce crash test. Oui. Et puis vous connaissez le système. Hein, moi je suis là un peu plus loin, j'entends tout. Big Brother en fait. Ouais, en quelque sorte. Hein. Oh, si on veut, de toute façon, la conversation est publique. Allez, okay. À plus tard. À plus tard. Le thème des écoles revient avant chaque élection de manière comme les jonquilles au printemps. Ça, quelque part, ça me dérange un peu. Alors, moi, j'ai pas de baguette magique et j'aime pas la démagogie. Et donc, je fais le constat lucide que ces 20 dernières années, tous les partis politiques se sont occupés d'écoles. Le mien est compris. Oui, hein? Jusque-là, voilà. On n'avance toujours pas. Non, et donc, ça veut dire que tous les partis faisaient le même constat. J'ai un fils qui est dans l'enseignement technique et professionnel et c'est l'IND, Institut Notre-Dame. Vous savez comment les ados l'appellent entre eux? Non. Institut de non-développement. Oui, mais oui. On en est là. On est dans les stéréotypes. Mais, madame, excusez-moi, mais venez-en au fait. Voilà. Et donc, non, mais donc c'est très important parce que ça veut dire que le problème n'est pas l'ambition politique, puisque depuis 20 ans, les politiques disent qu'on veut de changement. Le problème, c'est la manière dont on s'y prend. C'est Joanne Montet, je voulais intervenir parce que j'entends que Dany Noël voudrait vraiment des réponses concrètes. Alors, Emilio Hoyos, qu'est-ce que vous proposez pour que ça change de façon concrète? Quelle est la mesure phare qui ferait que l'école de demain ne serait plus la même que celle d'aujourd'hui? Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait un vrai tronc commun jusqu'à 14 ans. C'est-à-dire que à la fois l'enseignement fondamental et les 2 premières années du secondaire puissent éveiller l'enfant à tout son potentiel de compétences. Tiens, je suis toujours là en train de vous écouter. Je vois qu'on passe à côté de 4 ou 5 magnifiques éoliennes. Dany Noël, je pense que c'est quelque chose qui vous inspirait aussi. Oui, bah oui, puisqu'on reviendra à l'enseignement après. J'ai entendu certains de vos adversaires politiques qui disaient que, bon, ça nuisait à l'environnement et 2, que ça coûtait très cher. Ça coûte moins cher que le nucléaire. Nos centrales nucléaires sont vieilles, on va devoir les remplacer. Ça coûte beaucoup plus cher à l'unité d'énergie produite que l'éolien. Oui, mais attendez, au niveau de la politique de l'énergie, on s'est quand même pris les pieds dans le tapis plusieurs fois. L'histoire des cartes d'implantation, on a dû consulter la population, le CCAT, les conseils communaux, les collèges communaux, et la carte a été jetée. C'est quand même de l'amateurisme à ce niveau-là. On ne fait pas ce genre de politique contre la population. On doit le faire avec la population. Ici, excusez-moi, mais ici, il y a eu plein de réactions. Les gens ne sont pas, heureux. Et donc, vous avez vous-même expliqué que donc la carte a été retirée. Ouais. C'est bien la preuve qu'on écoute ce qui se passe. J'ai quand même l'impression que ça reste un flop.
des agriculteurs, j'ai les pieds dans la boue, la tête au soleil, et je vous propose de rencontrer une agricultrice. On aurait dû lui téléphoner. J'aurais dû mettre mes bottes en caoutchouc. Bonjour, Madame Moya, enchantée. Ravie de vous rencontrer. Vous faites quoi? De la viande, du lait? Du lait bio, donc essentiellement du lait. On a des vaches laitières. On a sur notre liste, vous le savez, à la communauté germanophone, comme tête de liste Edwin Schopkes, qui était donc le porte-parole des producteurs de lait avec son chapeau de cow-boy. Il n'était pas le seul, hein. Nous étions là aussi, en plus grand nombre. Et donc, le problème, c'est qu'entre le producteur de lait qui doit vivre de son revenu et le consommateur qui n'a pas beaucoup d'argent, il y a plein d'intermédiaires entre les deux. Et donc, ce que nous voulons, c'est diminuer le nombre d'intermédiaires pour que vous puissiez vendre à votre juste prix. Oui, ça, c'est les circuits courts, en fait. Oui, mais les circuits courts, n'oubliez pas qu'il n'y a pas que les circuits courts, parce que nous exportons énormément. Donc, nous avons besoin de cette tranche, de cette possibilité de commercialiser aussi. Ne l'oubliez jamais. Nous sommes exportateurs en tout. Et le circuit court, c'est pas, pour moi en tout cas, c'est pas nécessairement ou pas du tout le produit à la ferme. Il faut que pour les consommateurs, ça reste pratique. Oui. Et donc aujourd'hui, on doit aussi, entre guillemets, faire du circuit court dans les grandes surfaces. Oui, on doit inciter les grandes surfaces à être des acteurs. Oui, mais le problème, moi je connais pas mal de gens qui n'ont pas les moyens. Qu'est-ce que vous leur répondez? On doit rendre l'alimentation de qualité accessible à tout le monde. Oui, parce qu'aujourd'hui, comment notamment en faisant pression sur les intermédiaires pour qu'ils ne se fassent pas de l'argent à la fois sur les agriculteurs et sur la santé des consommateurs. Et ça, c'est possible pour vous? Mais nous, tant qu'on a un revenu, je veux dire, c'est le plus important. Parce que sans ça, on sait pas. D'ailleurs, on nous parle tout le temps de durabilité dans l'agriculture. Mais je pense qu'avant tout, vous devez penser à assurer la durabilité de l'agriculteur. Sinon, le débat est terminé. Sans agriculteur, il n'y a pas d'agriculture. Ah, ça, c'est ça. Mais non, mais c'est vrai, mais la moitié des agriculteurs ont mis la clé sur le paillasson. Les gens mais qu'est-ce que vous proposez pour qu'on ait justement un revenu? Diminuer les intermédiaires pour faire en sorte que... Oui, mais est-ce que c'est possible? Oui, dans le nord de la France, oublie aussi qu'on exporte. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec nos exportations? Parce que je vois ici, nous, en région vergétoise... Quelle est la part d'exportation? Si on doit consommer local, l'habitant doit consommer 5 litres de lait par jour. C'est impensable, donc on doit exporter. Donc c'est là qu'il nous faut aussi une solution. Il faut réguler le marché agroalimentaire. Aujourd'hui, la PAC, la politique agricole commune à l'échelle européenne, elle n'a rien fait, elle va dans le mauvais sens. Et on peut dire qu'à l'échelle mondiale, le système marche sur sa tête. Il y a un gros signal de détresse que les agriculteurs nous envoient. Ils sont seuls. Qu'est-ce que vous pouvez amener comme solution concrète pour ramener ces femmes qui ont envie de travailler aussi sur l'exploitation, mais pour les ramener sur l'exploitation? Mais donc la base de tout, c'est le fait que les agriculteurs aient un revenu de leur travail et qu'ils puissent vendre leurs produits au juste prix. Oui, mais ça, il y a des années qu'on nous le dit, mais il n'y a jamais, ça ne change pas. Les politiques nous disent, oui, vous devez avoir un prix, mais concrètement, qu'est-ce que vous faites? On ne voit rien. Et on n'a pas de changement. Les crises de 2009, elle va revenir, la crise de 2009. C'est sûr, parce qu'on ne nous garantit pas les prix. Et quand, par exemple, dans une commune, on décide de faire passer toutes les écoles, soit maison de repos, sa crèche, avec des producteurs locaux, pas nécessairement bio, mais avec des producteurs locaux. Donc c'est possible. Oui, ça, c'est notre job. On n'est pas dans la... Mais non, parce que moi, je ne vois pas quelque chose de concret pour ramener la femme sur l'exploitation. Je ne vois pas non plus le concret concernant leurs exportations. Parce que tout ça, ce dont vous nous parlez, c'est quand même des niches. Mais ce n'est pas des niches, madame. Les collectivités, donc les hôpitaux, les maisons de repos, les écoles, les crèches, ce sont des milliers, voire des millions de personnes en Belgique chaque année. Et quand on utilise des millions d'euros chaque année pour payer à manger à des enfants, à des malades, à des personnes âgées, mais il faut que ces millions d'euros, ils vous reviennent à vous, et pas à des gens qui font du dumping social et environnemental. Je suis tout à fait d'accord. Et je voudrais encore, pour terminer, vous dire que quand vous prenez des décisions, vous ou vos confrères d'autres partis, sachez que quand vous prenez une décision, vous votez une réglementation un jour, vous l'avez tous les jours. Tous les jours, au quotidien, que nous la vivons sur le terrain. Ça, ne l'oubliez pas. Non, promis. C'est dans ma culture politique de travailler avec les gens. Vous avez écrit un bouquin récemment, Les temps changent. Oui. Délicieusement ringard, non? Qu'est-ce que délicieusement ringard? Le titre Délicieusement ringard. Qu'est-ce qui est réellement novateur dans vos 12 propositions? À la fois le regard qu'on pose sur les... Non, c'est pas théorique. Vous êtes dans le théorique. Soyez concrète, dites-moi, voilà, dans les 12 propositions,
il y a ceci qui est nouveau. Tout ce qu'on appelle l'économie collaborative. Aujourd'hui, on voit que se développe à côté de ce système économique qui marche sur sa tête, de plus en plus d'initiatives où les citoyens eux-mêmes mettent en place des initiatives, des paniers de légumes bio, des voitures à partager. Non, c'est ça qui est nouveau, c'est de se dire, aujourd'hui, on est au XXIe siècle, il y a des choses émergentes qui sont peut-être petites, même si Airbnb, vous savez, donc c'est location d'appartements, c'est plus, il loue à l'année plus de chambres que Hilton. Hein, donc ce n'est plus si petit que ça. Question, puisqu'on va arriver près de Verviers, on va arriver dans le quartier de Verviers qui est appelé le Marrakech, donc un quartier multiculturel. Question que je ne dois pas poser, mais que je pose quand même, c'est est-ce qu'il ne faut pas limiter l'immigration ? Il faut bien. L'immigration, ça ne se limite pas au sens, c'est quelque chose qui fait partie de l'humanité. Depuis toujours, les gens se déplacent sur la planète. Alors, il y a une infime partie qui arrive sur le continent européen, une infime partie. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on les gère chacun sur notre confetti, alors que, en fait, c'est une problématique européenne. On va rencontrer ici une dame qui est la coordinatrice de la ASBL Label Diversité. Émilie, bonjour. Voilà. Et donc, vous êtes une petite ASBL. Voilà. Qui fait quoi? Des formations pour des professionnels qui ont un public multiculturel. Donc ça passe des policiers du quartier en passant par les enseignants, des assistants sociaux, des aides familiales, etc. Donc des cours de français haut niveau pour des personnes qui cherchent de l'emploi. Contrairement à tous les clichés, le problème est moins dans la volonté des personnes qui arrivent de s'intégrer que dans notre capacité à nous, pouvoir public et monde associatif, à leur apporter des réponses à leur désir de s'intégrer. Voilà. Le problème, c'est un problème de moyens, pas de volonté d'intégration. Il est qualifié de quartier ghetto, quartier dangereux. Donc là, on est en insécurité totale en étant dans le quartier. Donc certains parlent de zone de non-droit. Enfin, les fantasmes les plus gros circulent. Ce qu'on entend de plus en plus, c'est un double malaise. Malaise d'une partie des Verviétois qui ne se sentent plus chez eux, qui sont mal à l'aise par rapport à la multiculturalité et le fait qu'elle est visible, donc les signes religieux, une couleur de peau, une langue qu'on entend parler dans la rue. Malaise de l'autre côté de personnes pour qui c'est une question de dignité, de porter un foulard par exemple, ou de porter son identité sur soi, qui se voient eux refuser logement, boulot. Alors, que proposez-vous pour travailler, le vivre ensemble, construire l'avenir ensemble? Ce qui fait que ce quartier est un ghetto, c'est pas que les gens ont une couleur de peau différente ou quelque chose de différent sur leurs cheveux. Ce qui fait que c'est un ghetto, c'est que les jeunes qui vivent ici ont pas de perspective d'emploi, ont un délit de sale gueule quand ils vont se présenter chez un employeur ou pour pas avoir un logement ailleurs. Il y a des formes de culture qui existent. Il y a des salles, il y a des... Dans le quartier même, c'est pas trop. On bricole. Voilà, on bricole. Donc il y a des lieux à nouveau associatifs. N'en avez pas marre de bricoler? Si, bien sûr. Quand on fait ce genre de boulot, le bricolage, c'est souvent la réalité. Mais oui, mais de nouveau, c'est... Si, parce que arrêter de bricoler, ce serait aussi donner de la valeur aux gens. Donc ça nous pèse de bricoler dans ce sens-là. Ceux qui mènent campagne sur des slogans en stigmatisant... Vous en faites tous. Non, mais en stigmatisant et en disant il suffit de faire un parcours d'intégration. C'est insultant pour ceux qui travaillent et qui voient qu'il n'y a pas assez de place. Et c'est insultant pour toutes ces femmes et ces hommes qui se débrouillent pour en sortir. Tiens, la grève sauvage, vous acceptez? C'est difficilement compréhensible pour la population d'être comme ça pris en otage. Oui. Mais je vous le dis, tous les jours dans les trains, il y a des gens qui se sentent pris en otage des non-investissements dans la SNCB qui fait que tous les jours, il y a des retards. Ça aussi, c'est une prise d'otage. Oui, est-ce qu'on ne parle pas du Wi-Fi dans le train? Oui, comme je l'ai déjà dit à des journalistes, le Wi-Fi quand les trains seront à l'heure. Mais en attendant, je pense que
la première priorité pour les navetteurs, c'est que des trains soient à l'heure. Et que des trains desservent nos campagnes, parce qu'on parle de la suppression de la ligne 42, qui est un drame. C'est un drame. Bien voilà, nous arrivons à la fin de notre périple. Il n'y a pas eu que du vert, hein. Il y a eu du gris, il y a eu plein de couleurs. Plein de couleurs, durant tout le trajet. Je reste un peu sur ma faim parce que j'aurais parfois voulu des envolées plus novatrices de votre part, mais vous m'avez quand même répondu à pas mal de questions. Je vous rappelle une chose, concret, les gens n'attendent que ça. Merci beaucoup en tout cas. Et merci pour les très belles rencontres de très chouettes femmes. Et bonne route entre vos 5 implantations dans votre école. Et merci pour vos questions franches et sincères. Voilà, cette fois, ça y est, la Chambre des représentants a terminé ses travaux pour de bon, comme on dit, il y a quelques minutes. Les députés ont voté leur toute dernière proposition de loi. La Chambre est désormais dissoute. 87 contre, une abstention. Ceci terminant la législature. Merci. C'est donc terminé. Demain, dans Matin Première, en radio, Bertrand anime un duel. Céline Frémaux, CDH, et Emmanuel Deboc, FDF. Voilà, fin de journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, 19h30 et durant tout le week-end, c'est Anne Goderniaud qui vous présentera le JT. Excellente soirée à toutes et à tous.